Ok, juste avant qu'on commence, j'ai vu il y a quelques jours qu'une vidéo similaire était sortie. Voilà, j'y peux rien, c'est les calendriers qui ont fait que la vidéo devait sortir maintenant pour moi. Donc je vous la sors en petite vidéo bonus du samedi. Bon visionnage. Quand on pense à la Formule 1, on imagine naturellement les vitesses, les dépassements spectaculaires, le bruit des moteurs et les pilotes repoussant naturellement les limites humaines et mécaniques. Mais derrière cette façade de glamour et d'adrénaline, il existe un aspect beaucoup moins visible et beaucoup plus complexe et pourtant aussi crucial finalement qu'avoir une voiture sur la piste, la logistique mondiale. La Formule 1 a l'un des systèmes logistiques les plus sophistiqués du monde, littéralement. Chaque saison, elle traverse plus de 20 pays sur 4 continents et parfois avec moins d'une semaine entre chaque Grand Prix. Tout cela demande une organisation que peu de spectateurs imaginent réellement. Si vous regardez la télé et que vous voyez un Grand Prix d'Australie suivi du Grand Prix du Moyen-Orient, enfin d'un des Grands Prix du Moyen-Orient, vous pourriez être tenté de penser que c'est simple. Loin de moi l'idée de dire que vous êtes naïf, mais beaucoup pensent qu'il suffit de charger ça sur un avion et c'est parti. Mais la réalité est infiniment plus complexe. Pour qu'un week-end de course se déroule sans accroc, il faut orchestrer des milliers de détails, anticiper chaque scénario et préparer un réseau de matériel et de personnel qui tourne en continu autour du globe. Et tout cela repose sur un principe fondamental que peu de gens connaissent. Les équipes de Formule 1 n'utilisent pas qu'un seul jeu de matériel pour toute la saison. Elles disposent de plusieurs jeux qui circulent simultanément entre tous les continents, permettant à une course de commencer sans attendre que le matériel utilisé ailleurs soit transporté. Pour comprendre cette complexité, il faut d'abord réaliser ce qu'une équipe doit transporter pour chaque Grand Prix. Si l'on se limite aux voitures, aux mécaniciens et aux pneus, on n'a qu'une fraction de l'histoire. En réalité, chaque équipe doit déplacer un garage complet et capable de s'installer n'importe où dans le monde. On parle des murs des stands, de ponts, de vérins, de compresseurs, de kilomètres de câbles, de serveurs informatiques, de dizaines d'ordinateurs, de milliers d'outils spécialisés, de pièces de rechange en quantité massive, de zones d'hospitalité complètes et parfois même de cuisine entière pour accueillir des sponsors et des invités aussi. L'ensemble de ce matériel peut peser pour une seule équipe 50 à 60 tonnes par week-end. Multipliez ça par les 11 écuries du plateau, vous obtenez plusieurs centaines de tonnes à déplacer, installer, démonter et renvoyer ailleurs chaque semaine. Et ce n'est pas seulement qu'une question de volume, le timing est critique. Chaque élément doit arriver à temps, être conforme aux réglementations douanières locales, parce que oui, ça aussi c'est quand même un truc de fou, et ensuite doit être opérationnel dès le jeudi matin pour les premiers essais, et dès le dimanche soir, tout doit être démonté et préparé vers un transport pour le prochain Grand Prix. Chaque minute compte, et une erreur peut compromettre non seulement la préparation de l'équipe, mais aussi la performance sur la piste. Imaginez maintenant qu'une équipe ne dispose que d'un seul set. Cela signifierait que tout le garage et l'hospitalité doit être désinstallé le dimanche soir, le tout transporté à l'autre bout du monde, passer les douanes, puis réinstaller le jeudi suivant. Impossible. Genre, même avec le transport aérien, c'est rapide, mais c'est hyper coûteux et ça suffirait pas pour compenser tous ces délais. Et le transport maritime. Alors oui, tu peux transporter énormément de choses, mais je te rappelle que c'est hyper long. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe ? La majorité des équipes possèdent souvent 2 ou 3 jeux complets de stands, garages, structures et équipements d'hospitalité. Ces jeux appelés communément 7A, 7B et 7C, et ils sont identiques au niveau du fonctionnement, mais pas nécessairement esthétiquement, parce qu'en vrai on s'en fout de l'esthétisme. Le rôle n'est pas d'améliorer la performance des voitures, mais de permettre à l'équipe de fonctionner en continu sur différents continents, sans interruption, pendant qu'une équipe discute ce Grand Prix avec le 7A et le 7B est déjà installé ailleurs, ou déjà arrivé en tout cas. Tandis que le 7C, lui, est en transition vers un autre continent, un autre pays pour un prochain Grand Prix. De cette manière, lorsque le Grand Prix d'Australie se termine, le matériel nécessaire pour la Chine est déjà là-bas et le 7C est encore en transit vers le Japon. Et ainsi de suite, et ça tourne. Alors, je fais juste une petite parenthèse, pour les écuries, les plus petites écuries, en tout cas celles qui ont le moins d'argent, des fois ils n'ont que 2 jeux. Voilà, je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais attention, tous ces éléments ne sont pas dupliqués. Les voitures, les moteurs, l'électronique critique, les pièces de performance et tout ce qui est directement lié à la vitesse ne sont transportés qu'une seule fois et suivent l'équipe dans tous leurs déplacements. Et résultat, pour tout ça, le transport aérien, il reste indispensable. Parce que ça permet de sécuriser et minutieusement planifier tout ce qu'on veut mettre. Ça permet d'avoir aussi des copies de certaines choses mais qui restent avec vous, comme par exemple pour les moteurs ou les châssis. Mais en revanche, tout ce qui concerne
des structures lourdes, l'hospitalité, les stands et une partie de l'outillage est multipliée, ces éléments sont hyper volumineux, ils sont longs à transporter et essentiels à l'exploitation d'un week-end. Ils peuvent voyager des semaines à l'avance par bateau pour être placés dès que l'équipe arrive. Par exemple, on avait vu lors d'un reportage, je crois que c'était par Canal+, que dès le mois de janvier, au début janvier même, le premier jeu de Ferrari était déjà envoyé en Australie pour début mars. Voilà, cet exemple c'est juste pour vous dire à quel point c'est complexe, à quel point c'est long le transport maritime. Parce qu'ils partent de Maranello en Italie, qui est au milieu de l'Italie, pour aller en Australie à Melbourne. Bon, si on reprend tous ces éléments, le transport se fait donc par 3 axes: routier, aérien et maritime. En Europe, la majorité se fait par des transports routiers. Les équipes disposent de convois entiers capables de transporter tout le matériel lourd et parfois même des bureaux mobiles. Ces convois circulent souvent de nuit et traversent plusieurs pays et ils arrivent avant même le personnel sur le circuit, ça c'est quand même fou. Pour les déplacements intercontinentaux, par exemple quand on passe du Canada à Monaco, on a le droit à des avions cargo qui sont mis à disposition, je crois que c'est par DHL, je suis quasiment sûr d'ailleurs parce que c'est leur sponsor. Et sans ces avions cargo, on pourrait pas avoir à 1 ou 2 semaines d'intervalle le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de Monaco. Ensuite, on a le transport maritime. Lui, il est hyper lent, faut pas être pressé. Ça reste en tout cas l'un des piliers invisibles du système parce que les sets des stands de l'hospitalité, tout ça, les sets A, B et C, ils sont souvent transportés par le transport maritime. Et en tout cas, sans cette combinaison, la Formule 1 ne pourrait pas survivre. Parce que la planification commence dès que le calendrier est connu. Les responsables logistiques découpent les saisons en blocs géographiques, attribuent un set précis à chaque Grand Prix, planifient chaque transport, synchronisent les livraisons par route et par air, et une seule erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Un conteneur qui est bloqué en douane, un stand incomplet, et c'est l'équipe qui se retrouve en difficulté. Donc oui, toute la logistique a un impact énorme sur la piste. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, qui sont pour moi hyper importantes, il y a des petites failles quand même. Voilà, on va pas se mentir, il y a des petites failles. Par exemple, si on parle des failles, on peut parler des triple headers. 3 grands prix consécutifs sur 3 semaines. Alors, j'ai regardé, il me semble que cette année, il y en a pas beaucoup. Si ce n'est pas du tout. Je vérifie. Ah si, on en a un. Excusez-moi, on en a un. Ok, my bad. Ce sera au mois d'octobre-novembre. On va avoir le droit à 3 grands prix. Du 23, 24, 25, on va en avoir un. 30, 31, 1er octobre et novembre, du coup, on va en avoir un. Et du 6 au 8 novembre, on va en avoir un. Et on en a aussi pour les derniers, pardon, en fait, on en a plein. Et les 3 derniers grands prix aussi sera un triple header. Mais c'est souvent un triple header d'ailleurs. Bref, les triple headers, c'est la pire chose. Parce que c'est souvent sur des continents différents. Par exemple, à tout hasard, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Las Vegas et le Qatar, le décalage horaire il est total. Et sur une carte, vous regardez, hein. Voilà. En tout cas, c'est la pire chose pour les équipes. Parce qu'il faut être opérationnel à chaque fois. Et le Grand Prix est à peine terminé que, en fait, le prochain commence. Donc c'est la pire chose. Et en fait, le montage et le démontage, en soi, c'est une course juste à eux seuls. Parce que généralement, le montage commence plusieurs jours avant le jeudi des essais. Alors, quand je parle du jeudi des essais, c'est le jeudi, les ingénieurs remontent la voiture, parce que la voiture est démontée à chaque fois. Bref, c'est pas la question. Mais chaque stand doit être prêt du coup pour le jeudi, pour accueillir la voiture, les mécaniciens, les ingénieurs. Et dès le dimanche soir, tout est démonté. C'est un truc de fou. Vous vous rendez pas compte de la logistique. Mais faut aussi savoir que tout ça, ça coûte cher. Genre très cher. Et pour ceux qui aiment bien parler d'argent, tout ce système a un coût énorme. Déjà, ça coûte hyper cher. Et ensuite, désolé pour ceux qui voulaient qu'on parle d'argent, je vous ai bien feinté un peu avant, mais ça a un coût humain énorme. Par exemple, les absences prolongées, des rythmes familiaux qui sont ultra difficiles, il y a une énorme fatigue aussi. Quand tu changes de continent tous les jours, c'est compliqué au niveau du décalage horaire. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que de plus en plus d'équipes, donc des top teams, essayent de faire des rotations du personnel pour limiter les déplacements et réduire le nombre de triple headers que la Formule 1 impose. En tout cas, la Formule 1 est l'un des sports les plus exigeants du monde en termes de déplacement et de pression logistique. Si on compare avec l'IndyCar, qui est souvent appelée comme la Formule 1 américaine, il reste dans le même pays ou sur le même continent, mais ça reste plutôt abordable en termes de décalage horaire. Après, il faut aussi qu'on parle de l'impact environnemental de toute cette organisation. La F1 fait au mieux pour que l'écologie soit mise en avant. Par exemple, ils cherchent un carburant qui est biodégradable, tout ça, ils mettent beaucoup plus d'électrique dans les Formule 1 2026. Voilà, on sait que cet aspect de la Formule 1 qui est mis pas trop en lumière finalement, c'est pas très écologique, mais en même temps, si on veut que la Formule 1 continue à fonctionner, on est obligé un petit peu d'avoir cette logistique qui est pas très écologique. Bref,
Pour conclure cette deuxième partie, des failles un petit peu et des choses qui sont un peu moins bien de toute cette logistique, il faut retenir que la Formule 1 n'est pas seulement un championnat de pilotes et d'ingénieurs, c'est un système logistique mondial en mouvement permanent où chaque minute compte, où chaque erreur peut avoir des conséquences sportives, humaines ou financières. Les voitures vont vite, mais la logistique, elle, doit encore s'améliorer, que ce soit sur un plan environnemental, financier ou même humain. Sachez que entre ce que vous voyez à la télé et ce qui se passe réellement, il y a énormément de différences, rien qu'en termes de logistique. Sachez aussi que le set que vous voyez à Bahreïn n'est pas le même que vous voyez en Arabie Saoudite. Voilà, toutes ces choses-là, c'est plein de choses qu'on voit pas forcément à la télé, mais que quand on les sait, c'est mieux. J'ai pas plus d'arguments que ça, mais c'est cool quand même de le savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura au moins appris quelque chose. Si c'est pas le cas, mettez quand même un like. Si c'est le cas, mettez un like aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Salut!